Le mariage, Ça va? Ouais. et une maîtresse. Ce n'est pas la vie que Mike et Jenna avaient prévue. Tu me manques. Mais l'amour peut parfois faire mal. C'était une sociopathe, calculatrice. Ferme-la! Katie Bellflower est très jalouse. Jenna! Elle est prête à tout pour obtenir l'homme qu'elle convoite. Et n'hésite pas à se débarrasser de toutes les femmes qui osent s'en approcher. J'ai cru que j'allais mourir. Je vais te tuer. Dennis et Joan Dolly semblent être le couple parfait. Grosse truie! Mais détrompez-vous, quand Dennis rencontre Brandida Taliano, tout devient possible. Elle a été battue à mort. Qu'allait-il faire à Las Vegas le lendemain de l'enterrement? Ces deux-là n'étaient pas nets. Livermore est une petite ville tranquille de Californie, à 70 km de San Francisco. C'est une ville habitée par une population de classe moyenne et supérieure. Le taux de criminalité y est assez faible. Jenna Nanetti et Mike Simons ont grandi ici. Jenna? Salut! Mike et Jenna commencent à sortir ensemble en 2002. Elle a 17 ans, il en a 20. Allons-y. Jenna est sous le charme. Mike veut devenir militaire, mais il a un casier judiciaire. Il voulait s'engager, mais il ne pouvait pas à cause de ses antécédents criminels. Plus jeune, il avait été arrêté pour vol de voiture. Mais ce côté rebelle ne repoussa pas Jenna. Mike se trouvait très séduisant et avait beaucoup de succès auprès des femmes. Il lui arrivait d'être très charmeur. Tout se passe très vite entre eux. Au bout de 6 mois à peine, Mike demande sa main à Jenna et l'épouse. Oui. Mais leur mariage ne tarde pas à se dégrader. Au début, ils étaient très proches. Ça va pas? Puis, Mike s'est mis à ne plus rentrer certains soirs sans dire à Jenna où il allait. Et ils ont commencé à se disputer. On se voit plus tard. Katie Bellflower a 17 ans. Elle est dans la même classe que Jenna. Lorsqu'elle rencontre Mike à une fête, elle se fiche complètement du fait qu'il soit marié. Il a rencontré Katie et il s'est tout de suite intéressé à elle. Pas indifférent. Mike commence à voir Katie en douce. Seulement quelques semaines après leur rencontre, il quitte Jenna et emménage avec Katie. Son mariage avec Jenna dure moins de 3 mois. Jenna l'a très mal vécu. Elle pensait passer le reste de sa vie avec Mike. C'est moi. Jenna est effondrée. Elle tente tout pour récupérer Mike. Tu me manques. Mais elle ignore ce dont sa rivale est capable. À première vue, Katie Bellflower semblait pure et innocente. C'était un ange. Parle-moi. En réalité, c'était une sociopathe manipulatrice et elle pouvait vous attirer de gros ennuis. C'est fini entre vous. Non! Katie n'avait absolument aucune pitié. Elle était prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Je dois y aller. Viens, Katie. Katie ne supporte pas que l'ex de Mike fasse toujours partie de sa vie. Rongée par la jalousie, elle rêve d'un avenir sans Jenna. Katie était très possessive. Elle ne supportait pas que Mike fréquente qui que ce soit à part elle. Bien que ce soit elle qui ait volé le mari de Jenna, elle décide de se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. C'est alors que Mike lui parle de l'assurance vie de sa femme. La somme en jeu s'élevait à 100 000 $. Étant toujours marié à Jenna, Mike... Cet argent allait leur permettre de vivre le rêve américain. J'en ai marre de Jenna. Katie sait qu'il n'y a qu'une seule façon d'obtenir cet argent. On va s'en débarrasser.
Tu veux quoi? La tuer? Elle persuade Mike d'assassiner Jenna. Si c'est ce que tu veux. Nous sommes le 6 octobre 2002. Cela fait 2 mois que Mike a quitté Jenna. Aidé par sa maîtresse, il met en place son projet d'assassinat. Il demande à Jenna de venir chez lui pour discuter de leur relation. Elle est aux anges, car elle pense qu'ils vont se réconcilier. Salut. Salut! Oh, tu m'as manqué. Toi aussi. C'est temps. Je veux que tu reviennes à la maison. Mike l'a atteinte sentimentalement. Cathy va l'atteindre physiquement. Cathy est sortie avec une batte de baseball. Jenna! Elle attaque violemment Jenna avec une batte. Ça va? Puis elle prend la fuite. T'es folle! Jenna saigne abondamment. Ne bouge pas. Elle a besoin d'une ambulance. Mais Mike a une meilleure idée. Ça va aller. Mike a fait monter Jenna dans sa voiture et s'est excusé du comportement de Cathy. Puis il a dit qu'il allait la conduire à elle pour qu'elle puisse la frapper à son tour. Jenna est bien amochée, mais elle accepte. Mike l'emmène à Whiskey Slough, loin de toute civilisation. L'heure de la confrontation a sonné. Elle est où? Je comprends pas. À leur arrivée, Katie est introuvable. Je sais pas ce qu'elle fiche. Attends-moi ici. Je vais voir. Mike et Jenna sont tous les deux sortis de la voiture. Mike a prétendu partir à la recherche de Cathy et Jenna est restée toute seule. Katie n'est pas loin et Mike sait exactement où la trouver. Elle l'attend dans une voiture avec son ami Jeff Hamilton. Et elle est armée. Son plan machiavélique se déroule exactement comme prévu. Tous les ingrédients étaient réunis. Michael, le menteur pathologique et violent, Katie, la sociopathe, et Jeff, l'acolyte. Ensemble, ils formaient un cocktail explosif. Mike? Jenna les cherchait tous les deux. Mike est venu jusqu'à la voiture et a pris le fusil. Mike rejoint Jenna, un fusil chargé à la main. Puis il est retourné la voir. Elle avait le dos tourné. Il l'a appelée. Jenna! Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est retournée et il a tiré une première fois. J'ai vu le coup de feu. Mike tire sur Jenna, mais elle est toujours vivante. Elle le supplie d'arrêter, mais il ne l'écoute pas. Par pitié! Il ne pense qu'à sa maîtresse Katie. Nous sommes le 7 octobre 2002. Katie Bellflower, la maîtresse de Mike Simons, lui demande de tuer sa femme Jenna pour toucher sa prime d'assurance vie. Mike! Leur ami Jeff Hamilton fait partie du complot. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie! Je l'entendais crier depuis la voiture. Par pitié, Mike! Puis il a tiré 2 balles de plus. Après 3 balles, Jenna n'était toujours pas morte. Mike est retourné à la voiture pour aller chercher des munitions et il a dit à Cathy et Jeff qu'elle était toujours vivante. Il lui a tiré dans la poitrine au moins 4 ou 5 fois. Hey! Venez voir! Mike appelle ses complices pour qu'ils viennent assister au coup de feu qui achèvera Jenna. Ils ont rejoint Mike.
La dernière balle a été tirée à bout portant dans la poitrine de Jenna. Mike assassine sa femme pour satisfaire sa maîtresse. Les trois complices emmènent le corps à la rivière. Katie Bellflower et Michael Simons sont montés dans la voiture de Jenna. Et Hamilton les a suivis. La seconde étape du plan se déroule à 50 km d'ici, près de la ville de Tracy. Ils ont garé la voiture de Jenna, puis ils l'ont brûlée avec un fumigène pour que la police ne sache pas que Mike était monté dedans et ne retrouve pas le sang de Jenna. Ils voulaient se débarrasser de toutes les preuves. En quelques secondes, la voiture est avalée par les flammes. Les trois assassins rentrent à Livermore et abandonnent le fusil dans un champ. On la reverra plus, bon débarras. Allons-y. L'épave est trouvée le lendemain matin et le bureau du shérif du comté d'Alameda est appelé. La plaque d'immatriculation permet d'identifier Jenna comme étant la propriétaire, mais la jeune femme est introuvable. L'inspecteur Michael Godlewski mène l'enquête. On se demandait dans quelles circonstances cette voiture avait été brûlée. Il apprend que Jenna était chez Mike le jour de sa disparition. Godlewski interroge Mike et Katie, mais ils ont un alibi crédible. Ils lui disent que Jenna est passée chez eux le soir du 6 octobre, mais qu'elle est repartie aussitôt. On lui a dit de repartir. 2 semaines plus tard, le corps de Jenna fait surface dans le delta de Sacramento, à Whiskey Slough. Qu'est-ce que c'est? 2 pêcheurs qui se trouvaient au bord du delta ont vu quelque chose dans l'eau. En s'approchant, ils ont compris qu'il s'agissait d'un corps de femme. Elle avait été tuée sur les lieux mêmes. Regarde. Il ne s'agit plus d'une disparition, mais bien d'un meurtre. Mike? Faute de preuves, la police clôt l'affaire. Maintenant débarrassés de Jenna, Katie et Mike se rapprochent et décident de se fiancer. Mais les réjouissances sont de courte durée. Mike apprend que c'est la grand-mère de Jenna qui bénéficiera des 100 000 $ de son assurance vie. L'argent dont il rêvait s'est envolé. Ils n'ont plus rien et commencent à se disputer. Elle étant très autoritaire et lui arrogant, ils allaient forcément finir par se disputer à un moment donné ou à un autre. Katie se rapproche de son amie Aspen Lum, une jeune fille de 16 ans à qui elle se confie. Leur relation dépasse bientôt le stade de l'amitié. Aspen devient alors une seconde maîtresse. Un jour, Katie m'a demandé si j'avais déjà pris part à un plan à 3. Je lui ai dit non. Alors, elle m'a demandé si je voulais en faire un avec elle. C'est ton jour de chance. Elle m'a emmené dans un magasin de lingerie pour que nous achetions des tenues assorties. Une fois chez eux, Katie, Mike et moi, nous avons fait notre petite affaire. Ce ménage à 3 ne dure que quelques temps. Katie en a marre et confie à Aspen qu'elle a l'intention de rompre avec Mike. Katie m'a dit « Je vois bien le regard que vous vous lancez, toi et Mike. » Il te plaît, non? Elle voulait que je sorte avec lui. Je n'en suis pas revenue. Je crois pas. Katie donne sa bénédiction à Aspen et souhaite qu'elle reste amie. Je suis sérieuse? J'étais attirée par Mike, mais je n'avais pas de sentiments pour lui. Je ne voyais aucun avenir dans cette relation. Je voulais seulement m'amuser un peu. Quelques mois plus tard, Katie change d'avis lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte et que Mike est le père de l'enfant.
Je pense que Mike aimait Katie. Mais elle était tellement obsédée par lui qu'elle en devenait dangereuse. Elle était prête à faire du mal aux autres et à elle-même pour le récupérer. Maintenant qu'elle attend un enfant, Katie regrette d'avoir quitté Mike. Son obsession ne cesse de grandir. Elle est jalouse d'Aspen, qu'elle considère à présent comme la maîtresse de Mike. Elle décide de récupérer son homme de la seule manière qu'elle connaisse. Au lieu de me dire qu'elle voulait se remettre avec Mike, elle a décidé de me tuer. Katie prépare son deuxième assassinat. Elle demande à nouveau l'aide de son ami Jeff Hamilton. Je la déteste. Le 28 février, Katie et Jeff prévoient de se débarrasser d'Aspen. Tu vas l'étrangler? Ils ont décidé de tuer Aspen Lum avec une corde en nylon pour que sa mort ressemble à un suicide. Ce sera un jeu d'enfant. Katie a de la chance. Aspen souhaite justement la voir ce soir-là. Allô? J'ai appelé Katie parce que j'avais envie de sortir. Elle m'a dit qu'elle viendrait me chercher avec Jeff et qu'on irait boire un coup quelque part. Génial. À 1h du matin, Aspen quitte sa maison en cachette et se rend dans un parc isolé avec Katie et Jeff. Katie ouvre une bouteille de bourbon. La suite des événements nécessite des gants de latex. Aspen va avoir une mauvaise surprise. Jeff m'a passé une corde au cou et Katie s'est assise sur moi pour m'empêcher de respirer et de me débattre. Puis elle m'a dit qu'elle me tuerait comme elle avait tué Jenna. Je vais te tuer. J'ai cru que j'allais mourir et que je ne verrais plus jamais ma famille. J'ai tout de suite compris qu'elle voulait se débarrasser de moi parce que j'étais avec Mike. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais prête à rompre avec lui, si seulement elle me laissait partir. Katie est convaincue que bientôt, Mike Simons lui appartiendra de nouveau. Le 1er mars 2003, la jeune Aspen Lum lutte contre ses agresseurs. Katie Bellflower a demandé à son ami Jeff de la tuer pour pouvoir récupérer Mike, son petit ami. Malheureusement pour elle, ils ne sont pas seuls. Un invité surprise va se joindre à la fête. J'ai été étonné de voir du monde à cette heure-ci. L'officier Tim Phillips est en patrouille. Il y avait 3 personnes, dont une à terre. Hé, vous! J'étais sur le point de perdre conscience à cause du manque d'oxygène quand ils se sont arrêtés. J'ai vu des phares de voiture. Katie et Jeff doivent inventer une explication. Et vite. Qu'est-ce que vous faites? On passe une soirée entre amis. Ah oui? Katie s'est excusée et m'a demandé de ne rien dire. De toute façon, j'étais incapable de parler. J'avais le souffle coupé. Aspen. Aspen comment? Aspen Lum. Katie a dit que je me sentais mal. J'ai demandé à Hamilton pourquoi il portait des gants. Il m'a répondu qu'Aspen avait envie de vomir et qu'il voulait se protéger les mains. Ne restez pas là. J'étais terrorisée. Je ne savais pas ce qu'ils allaient encore me faire subir. Phillips appelle les parents d'Aspen, mais ils ne répondent pas. Ça va, Aspen? Katie lui a proposé de me ramener chez moi. Comme mes parents étaient injoignables, il a accepté. Rassemblez vos affaires et rentrez chez vous. D'accord. Katie Bellflower est sans l'ombre d'un doute la personne la plus sournoise et la plus manipulatrice à qui j'ai jamais eu affaire. Elle savait garder son sang-froid et mentait particulièrement bien pour quelqu'un de son âge. Bouleversé, Aspen repart avec ses agresseurs.
Une fois arrivée, Katie assure ses arrières. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit que ce n'était pas grave et que je ne dirais rien à personne. Une fois chez moi, j'ai tout raconté à ma mère qui a appelé la police. Lâchez-moi. Les policiers arrêtent les deux assassins. Katie leur ment pour éviter d'être condamnée pour tentative de meurtre. Dites-le-moi maintenant. Vous savez ce qui se passe? Apparemment, Aspen a dit à ses parents qu'on essayait de l'étrangler. Je n'ai jamais voulu la tuer, je vous le jure. En revanche, Jeff n'a pas autant de sang-froid. Quand je lui ai dit que les marques sur le cou d'Aspen Lum prouvaient qu'elle avait été étranglée, il est tout de suite passé aux aveux. L'inspecteur Godlewski les avait déjà interrogés après la disparition de Jenna. À sa grande surprise, il apprend que Jeff est aussi impliqué dans ce meurtre. Il a tiré. Et elle l'a supplié d'arrêter? Et il a recommencé. Ayant obtenu les aveux de Jeff, la police interroge à nouveau Katie. Se retrouvant au pied du mur, elle raconte le meurtre dans ses détails les plus sordides. Elle n'arrêtait pas de pleurnicher. Mike a dû recharger son fusil et l'a criblée de balles jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. J'avais toujours pensé que Katie avait des sentiments. Mais en regardant son interrogatoire, je me suis rendu compte qu'elle racontait tout ce qu'elle avait fait sur un ton totalement indifférent, comme si de rien n'était. Je trouve ça ahurissant, parce que moi je suis incapable de repenser à ce qu'elle m'a fait subir sans pleurer. J'ai rien fait. Le 5 mars, Mike Simon s'est arrêté. Debout. Katie Bellflower, Jeff Hamilton et Mike Simons sont inculpés pour le meurtre de Jenna Nanetti. Ce qui est vraiment choquant, c'est que ces trois jeunes avaient l'air tout à fait normaux. Personne n'aurait jamais imaginé qu'ils commettraient un meurtre aussi épouvantable. Ça paraît incroyable. Mike est condamné à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Jeff plaide coupable pour ces deux actes criminels. Il écope d'une peine à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 15 ans. Je vais te tuer. Katie est également condamnée à la prison à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. En août 2003, seulement 5 mois après son arrestation, elle donne naissance à l'enfant de Michael et le confie à l'adoption. Elle et Mike ne s'adressent plus jamais la parole. Le meurtre semble être la meilleure façon de satisfaire l'obsession d'une maîtresse diabolique. Katie Bellflower était prête à tuer 2 femmes afin de garder son homme pour elle toute seule. Et son cas n'est pas isolé. À Sylmar, dans la banlieue de Los Angeles, Dennis et Jan Dolly mènent une vie paisible. Tu nettoies ma boule de bowling? Elle est comme neuve. Ces deux retraités forment un couple parfait. Un verre de vin? Ils sont mariés depuis 30 ans et sont extrêmement populaires dans leur communauté. Dennis a passé 23 ans dans l'armée de l'air et travaille maintenant dans un club de golf. C'est le métier de ses rêves. John travaille dans une carterie. Dennis Dolly était tout à fait normal. En fait, c'était le voisin idéal. Mais Dennis a un secret. Mesdames, Il assouvi son vorace appétit sexuel dans les rues sombres de Los Angeles. je parie que vous savez faire plaisir à un homme. Pour satisfaire ses désirs, M. Dolly fréquentait régulièrement les prostituées de Sepulveda Boulevard, non loin du quartier où il vivait avec sa femme. Tu montes? Cela faisait un bon moment qu'il menait une double vie. Mais les demandes de Dennis vont se heurter. Sa vie parfaite sera bientôt corrompue par la drogue, la tromperie et la mort. Non!
Nous sommes en janvier 1988. Dennis et John Dolly sont mariés depuis plus de 30 ans. Tous leurs amis les considèrent comme un couple parfait. Un jour où Dennis travaille au club de golf, il rencontre Brandita Taliano, alias Brandy, une jeune femme de 34 ans. Brandita a une vie difficile dans les rues de Los Angeles. Et quand elle repère Dennis, elle lui met tout de suite le grappin dessus. Vous êtes? Brandy. Je suis vraiment enchanté. Ils entament une liaison torride. Dennis cesse alors d'arpenter les trottoirs pour assouvir ses besoins et fait de Brandy sa maîtresse exclusive. C'est lui qui finance sa vie et son addiction à la drogue. Car Brandy est une héroïnomane invétérée. Depuis janvier, elle n'a plus les moyens de se payer sa dose. Elle est prête à tout pour se procurer de l'argent. Hé, vous! Brandy est arrêtée pour vol. Lâchez-moi! Elle est envoyée en prison pour 4 mois. Plus un geste! Dennis va devoir se passer de sa maîtresse pour quelque temps. Vous allez vous faire mal. Vous avez un appel de Brandy. détenu de l'établissement pénitentiaire pour femmes de Tsochila, Californie. Ça s'est fait de fil en aiguille. Il cherchait à satisfaire ses désirs. Il a payé mon loyer et mon assurance. Il m'a acheté une voiture et de quoi manger. Quand j'avais besoin de drogue, il me donnait de l'argent pour en acheter. En échange, je satisfaisais tous ses désirs. L'argent et l'attention que Dennis donne à Brandy ébranlent son mariage. Tu es rentré? Ça m'étonne. Mariés depuis 33 ans, Dennis et Joan se disputent souvent. Ça attendra. Non. Depuis quelque temps, Dennis dépense énormément. Il est obsédé par le sexe et l'argent. Jamais de la vie. À présent, il veut un bateau et une voiture de sport. Mais tu es complètement fou. Mais Joan n'a pas l'intention de céder. J'ai dit non. Grosse truie. Ah oui? Il ne pouvait rien acheter sans la permission de sa femme. Et ça l'énervait. Dennis et Brandy poursuivent leur liaison pendant 3 ans, que ce soit en prison ou en liberté. Il m'amenait de la drogue. Tu me manquais. Je le suppliais de venir. Les visites au parloir ne tournent pas uniquement autour de la drogue. Le couple conspire également pour assassiner John Dolly. Brandy a des contacts qui peuvent s'en charger. Quand Brandy était en prison, Dennis est allé la voir pour lui demander si elle connaissait quelqu'un à qui il pourrait confier une mission importante. C'est le terme qu'il a employé, une mission importante. Appelle-le. Allez. Brandy lui donne le numéro d'un chef de gang qui est prêt à tuer pour une somme conséquente. Dennis le contacte tout de suite et met un contrat sur la tête de sa femme. Il demande au tueur à gages de le rejoindre chez lui. Dennis lui a montré toutes les pièces de la maison. Puis, il lui a demandé de tuer sa femme. On fera croire à un cambriolage. Pas de problème. Le matin du 17 avril 1991, il se passe quelque chose d'étrange sur Eldorado Avenue. John n'est pas allé travailler, ce qui n'est pas du tout son genre. Arrêtez! Comme elle n'est pas allée au travail, sa patronne, qui est aussi une amie, s'est rendue chez elle. John? Elle voulait voir si John était là. Il y a quelqu'un? Tu es là? Dans la chambre, elle a trouvé le corps de John, qui avait été battu à mort. Sur son lit, John Dolly baigne dans son sang. Quand l'inspecteur Paul Tippin arrive sur les lieux,
Il pense à un cambriolage qui a mal tourné. La maison entière était sans dessus-dessous. Toutes les pièces avaient été complètement saccagées. Ses blessures montraient qu'elle avait essayé de se défendre. Je me suis dit qu'elle avait peut-être griffé son agresseur et que l'on risquait de trouver de l'ADN sous ses ongles. Tippin a enquêté sur beaucoup d'homicides. Cette scène de crime lui semble louche. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une mise en scène. Quand une épouse se fait assassiner, on est obligé de se poser des questions sur ses proches, et en particulier sur son mari. Tu es ma femme. John Dolly est enterré une semaine plus tard. Après les obsèques, j'ai contacté Lisa, la fille des Dolly. Allô? C'est l'inspecteur Tippin. Je lui ai demandé des nouvelles de son père pour savoir comment il tenait le choc. Elle m'a répondu qu'il n'allait pas trop mal et qu'il était parti à Las Vegas. Dennis Dolly adore Las Vegas, mais faire la fête est une étrange façon de porter le deuil. Brandy vient de sortir de prison et veut fêter sa liberté. Je trouvais ça douteux. Il était marié depuis plus de 30 ans, sa femme venait d'être sauvagement assassinée dans sa chambre, et lui partait à Las Vegas le lendemain de l'enterrement. Tippin se demande ce que peut bien faire cet homme fraîchement veuf dans la ville du péché. John Dolly est enterré une semaine après son assassinat. Le jour des obsèques, son mari Dennis s'envole pour Las Vegas avec sa maîtresse. Pas besoin d'être un génie pour trouver ça suspect de la part d'un époux en deuil. L'inspecteur Paul Tippin demande à la police de Las Vegas de surveiller Dennis de près. Le département de police de Las Vegas a découvert que Dennis Dolly partageait sa chambre d'hôtel avec une femme. Les policiers se sont également procuré des photos sur lesquelles on voit Dennis et cette même femme jouer au blackjack. La police de Los Angeles parvient à identifier Brandita Taliano. Lui et Brandita Taliano ont passé toute la nuit qui a suivi l'enterrement de sa femme à jouer dans les casinos de Las Vegas. Les policiers s'étonnent qu'une femme comme Brandy fasse partie du monde de Dennis. Drogue, vol, prostitution. On peut dire que Brandita possède un casier judiciaire bien chargé. On a découvert que Brandy Taliano était une prostituée notoire et une toxicomane. Je ne comprenais pas comment Dennis pouvait fréquenter une femme pareille. Les agents de Los Angeles découvrent que Brandita vit dans un hôtel tout près de la maison des Dolly. Ils placent une voiture banalisée devant le bâtiment. Une semaine plus tard, Brandita revient. Une équipe de surveillance attendait devant l'hôtel. Brandy est sortie, elle est montée dans une voiture et s'en est allée. Les policiers relèvent la plaque d'immatriculation. Il s'agit d'une voiture volée. Les mains en l'air! J'ai rien fait! Ouvrez la porte! Sortez du véhicule! Elle a été arrêtée pour vol de voiture. En fouillant sa chambre, la police a trouvé une quantité incroyable de bijoux. Laissez-moi sortir! Quand l'inspecteur Tippin montre les bijoux à la fille des Dolly, elle les identifie immédiatement. Ce sont ceux de sa mère. Vous êtes sûr? Certaines. Ce sont ceux de maman. Tippin a maintenant la preuve que Brandita Taliano est impliquée dans le meurtre de John Dolly. Au poste de police, lui et son coéquipier l'interrogent pendant des heures.
Ils ont employé la technique du bon flic, mauvais flic. Le mauvais flic n'arrêtait pas de me traiter de toxico et de traîner, tandis que l'autre essayait de gagner ma confiance en me disant que je valais mieux que ça. T'es qu'une bonne à rien. L'interrogatoire est rude et l'histoire de Brandita ne tient pas la route. Elle dénonce le chef de gang contacté par Dennis. Pas de problème. Je trouvais ça étrange qu'un homme blanc d'une cinquantaine d'années donne rendez-vous à un chef de gang noir de 20 ans. C'était bizarre. Certes, Brandita détient les bijoux, mais a-t-elle pour autant tué John Dolly? Allez, crache le morceau. Faute de preuves, la police la relâche. Brandita s'installe dans la maison des Dowley. Les festivités peuvent commencer. Attention. J'avais un toit au-dessus de la tête, de la drogue à volonté, des vêtements, de quoi manger. Et il me donnait tout ce que je voulais. Dennis la comble avec l'assurance vie de Joan. Il achetait sans cesse des voitures. Il a fait des folies. Il avait envie d'acheter tout ce qu'il n'avait jamais pu obtenir quand il était marié. Cul sec. La nouvelle vie luxueuse de Dennis est très suspecte. Et la police de Los Angeles commence à se demander s'il n'est pas directement impliqué dans le meurtre de son épouse. Les Dowley avaient un style de vie tout à fait traditionnel. Et du jour au lendemain, Dennis s'est installé avec une prostituée toxicomane et il s'est mis à faire la fête avec toutes ses amies. C'était louche. Tippin apprend que le chef de gang dénoncé par Brandita est détenu dans une prison locale. Il m'a tout raconté. J'ai pris l'argent, mais j'ai tué personne. Le tueur avoue que Dennis lui a demandé d'assassiner sa femme. Il vous a engagé? Je savais qu'il ne mentait pas, parce qu'il m'a décrit précisément l'intérieur de la maison. Le gangster est le suspect idéal. À un détail près, il était en prison le jour où John Dolly est morte. Non! Ça ne pouvait pas être lui le tueur. Si ce n'est pas lui le meurtrier, alors qui est-ce? Petite coquine. Je surveillais Brandy et Dennis autant que possible. Je savais qu'ils n'étaient pas nets et je voulais résoudre cette enquête. Pendant 2 ans, Brandita et Dennis vont mener la grande vie. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser à toute cette histoire. Mais Brandita s'attire toujours des ennuis. En 1994, elle se fait piéger alors qu'elle achète de l'héroïne. T'as pas de chance. Espèce de torture! Je l'ai. Plus un geste. S'il vous plaît! Doucement. S'il vous plaît. Elle est arrêtée et renvoyée en prison. Allez, soyez sympa. Maintenant que Brandita est entre les mains de la police, les inspecteurs de Los Angeles ont une chance de résoudre l'enquête une bonne fois pour toutes. « 28 février 1994. Sur la scène de crime, nous avons fait un prélèvement sous les ongles de la victime qui s'était visiblement débattue. En 1991, les tests d'ADN n'étaient pas très avancés et nous n'avons pu rien en tirer. Ouvrez grand. 3 ans plus tard, l'analyse d'ADN a évolué. Elle est à présent beaucoup plus perfectionnée. Merci. Le test a révélé qu'il s'agissait de Brandy Italiano. Vous voulez savoir? Arrêtée pour possession de drogue, Brandita est désormais inculpée pour meurtre. Très bien. Risquant la perpétuité, elle parle enfin. Voilà. Elle donne aux inspecteurs sa version des faits. Elle n'a pas tué Joan. Elle a seulement aidé à maquiller la scène de crime. Les policiers comprennent ce qui s'est réellement passé. Allons-y.
D'après les indices trouvés, il semblerait que Dennis Dolly et Brandita Taliano se soient donné rendez-vous à la maison des Dolly au petit matin, afin de pouvoir tuer Joan avant qu'elle ne se réveille. Non! Dennis! Elle s'est débattue. Brandita Taliano empêchait Madame Dolly de bouger. Arrêtez! Tiens là. Et Monsieur Dolly l'a frappée avec un club de golf. L'ADN trouvé sous les ongles de Joan Dolly suffit à inculper Brandita Taliano pour homicide volontaire. Fichons le camp. Prends les clubs. Dennis est également inculpé d'assassinat. Monsieur Dolly était un golfeur invétéré. Il travaillait sur un terrain de golf. Et pourtant, les policiers chargés d'enquêter sur le meurtre de sa femme n'ont pas trouvé un seul club quand ils ont fouillé sa maison et son garage. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Il est très possible qu'il ait utilisé un club de golf. 4 ans après le meurtre, Dennis Dolly est condamné à perpétuité. Il meurt en prison 6 ans plus tard. Brandita n'a jamais reconnu son implication dans l'assassinat. Je donnerais n'importe quoi pour changer le passé et la ramener à la vie. Mais tous les regrets du monde ne suffiront pas à ressusciter Joan Dolly. La diablesse qui a conquis le cœur de Dennis est emprisonnée à vie.